vous ne serez jamais pleinement compris, ni par votre partenaire, ni par vos parents, ni par votre meilleur ami. La personne qui vous connaît depuis des décennies, qui vous a vu à votre meilleur et à votre pire, qui prétend vous connaître mieux que quiconque, elle continue d'expérimenter une version de vous qui n'existe que dans son esprit. Ce n'est pas une vision pessimiste ou cynique. C'est simplement la réalité fondamentale de la conscience humaine. Votre expérience de l'existence est radicalement privée. La façon dont vous percevez les couleurs, la qualité exacte de vos émotions, la nature précise de vos pensées, ces expériences sont enfermées dans les confins de votre esprit. Vous pouvez les décrire, vous pouvez essayer de les extérioriser à travers l'art ou la conversation, mais elles demeurent fondamentalement intransférables. Nous allons maintenant explorer cette vérité inconfortable. En votre fort intérieur, vous êtes fondamentalement seul. Votre conscience est une île qu'aucun pont ne peut pleinement relier à une autre. Mais cet isolement n'est pas seulement une malédiction. Il peut être la clé de votre force ultime. Les philosophes qui ont affronté cette réalité n'ont pas sombré dans le désespoir, mais ont atteint une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain et comment trouver du sens dans cette solitude inévitable. Ce n'est pas une exploration réconfortante, c'est une confrontation avec l'un des aspects les plus sombres et les plus profonds de l'existence humaine. Mais la comprendre pourrait être la chose la plus libératrice que vous ferez jamais. Schopenhauer, l'isolement de la conscience. Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand du XIXe siècle, comprenait cet isolement mieux que la plupart. Il appelait la vie une illusion tragique, précisément parce que nous sommes fondamentalement seuls dans notre souffrance, tout en croyant que nous pouvons être pleinement connus et compris par les autres. Schopenhauer observait que chaque personne est piégée dans sa propre conscience. Votre expérience entière de la réalité, chaque vision, son, émotion et pensée, se produit dans le théâtre de votre esprit. Peu importe l'éloquence avec laquelle vous décrivez votre expérience intérieure, vous ne pourrez jamais en transférer la sensation brute à une autre personne. Considérez un exemple simple. La couleur bleue. Vous et moi pourrions tous deux convenir que le ciel est bleu, mais je n'ai aucun moyen de savoir si votre expérience subjective du bleu correspond à la mienne. Peut-être que ce que j'appelle bleu ressemblerait à ce que vous appelez vert, si je pouvais d'une manière ou d'une autre voir à travers vos yeux. Nous utilisons les mêmes mots, mais nos expériences intérieures restent privées et potentiellement très différentes. Cela devient encore plus évident lorsqu'il s'agit d'émotions ou d'idées complexes. Pensez à un moment où vous avez essayé d'expliquer quelque chose de profondément important pour vous. Une croyance, un sentiment, une intuition, et où vous avez vu l'incompréhension totale sur le visage de quelqu'un d'autre. Vous avez utilisé tous les bons mots. Vous avez construit des analogies parfaites, mais pourtant, ils ne l'ont pas vraiment compris. Ce n'est pas un échec de compétences en communication. C'est une rencontre avec les limites de la compréhension partagée. Schopenhauer écrivait « Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul, et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car c'est seulement quand il est seul qu'il est vraiment libre. » Ce n'était pas simplement une posture philosophique, c'était une reconnaissance que nos tentatives d'échapper à notre isolement fondamental conduisent souvent à une plus grande souffrance. Nous voyons cela dans la vie quotidienne. Les gens comprennent mal vos intentions, peu importe à quel point vous les exprimez clairement.
Ils projettent leurs propres peurs et désirs sur vos paroles et actions. Ils ne répondent pas à vous, mais à la version de vous qui existe dans leur esprit. Ce n'est pas parce qu'ils vous interprètent délibérément mal, c'est parce que l'accès direct à une autre conscience est impossible. L'intuition de Schopenhauer n'était pas que nous devrions désespérer de cet isolement, mais que nous devrions le reconnaître comme le point de départ d'une vie authentique. Ce n'est qu'en reconnaissant la nature fondamentalement privée de l'expérience que nous pouvons commencer à construire des ponts significatifs entre nos consciences isolées. Nietzsche, embrasser l'abîme ou être dévoré par lui. Friedrich Nietzsche a pris cette compréhension de l'isolement fondamental et l'a poussée plus loin. Il a reconnu que cette solitude terrifie la plupart des gens, les conduisant à fuir dans le faux confort de la foule. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche écrivait « Pas de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose, chacun est pareil. Qui pense autrement va volontairement à l'asile. » Ce n'était pas simplement un commentaire social, c'était une observation sur la façon dont les humains répondent à la terreur de l'isolement existentiel. La plupart des gens, plutôt que d'affronter l'abîme de leur propre conscience, cherchent à se perdre dans l'identité de groupe. Ils adoptent des valeurs, des croyances et des modes de vie préfabriqués. Ils trouvent du réconfort dans la conformité parce qu'elle crée l'illusion qu'ils ne sont pas seuls, que leur expérience intérieure est partagée par d'autres exactement de la même manière. La peur de l'isolement est si puissante que les gens abandonneront leur propre perception et intuition, plutôt que de se démarquer du groupe. Ils nieront leur propre expérience de la réalité pour maintenir la fiction réconfortante de la compréhension parfaite et de l'appartenance. C'est ce que Nietzsche appelait l'esprit de pesanteur, la force qui nous tire vers le bas dans la pensée conventionnelle, plutôt que de nous permettre de nous élever avec notre propre perspective unique. Mais Nietzsche voyait une voie alternative. Plutôt que d'être dévoré par l'abîme de la solitude, nous pouvons l'embrasser. La personne qui accepte son isolement fondamental gagne quelque chose de précieux, l'indépendance intellectuelle. Lorsque vous n'avez plus besoin que les autres valident votre perspective, vous devenez libre de voir la réalité telle qu'elle vous apparaît, non pas telle que les autres insistent qu'elle doit être. C'est pourquoi Nietzsche louait l'esprit libre, la personne qui peut se tenir seule avec ses perceptions et ses intuitions, qui ne nécessite pas le renforcement constant de l'accord du groupe. Cette posture n'est pas confortable. Elle conduit souvent à une solitude littérale, tandis que les autres se retirent de quelqu'un qui ne se conformera pas au schéma de pensée attendu. Mais elle mène à une compréhension authentique. L'individu véritablement puissant, selon la vision de Nietzsche, n'est pas celui qui conquiert les autres ou accumule un statut social. C'est celui qui conquiert la peur de l'isolement et devient autonome dans sa pensée. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'entêtement, c'est le courage d'exister authentiquement dans un monde qui exige la conformité comme prix de l'appartenance. Carl Jung, l'ombre de la solitude. Carl Jung, le psychiatre et psychanalyste suisse, comprenait que la plupart des gens craignent la solitude parce qu'elle force une confrontation avec le soi, y compris tous les aspects du soi que nous préférons ignorer. Jung observait que la vie moderne offre d'innombrables façons d'éviter d'être véritablement seul avec nos pensées. Même avant l'ère des smartphones et des médias sociaux, les humains excellaient à créer des distractions pour éviter la conscience de soi. La peur qui pousse à cet évitement n'est pas seulement la peur de la solitude, c'est la peur de ce que nous pourrions découvrir sur nous-mêmes dans une solitude authentique. C'est pourquoi Jung écrivait
La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi-même, ou de maintenir certaines opinions que les autres trouvent inadmissibles. L'aspect le plus douloureux de l'isolement n'est pas la séparation physique des autres, c'est la reconnaissance que votre monde intérieur reste fondamentalement privé. Jung croyait que faire face à cette solitude était nécessaire pour ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir une personne entière et intégrée. Lorsque nous évitons la solitude, nous évitons de confronter les aspects d'ombre de nous-mêmes, les parties que nous avons rejetées, supprimées ou niées. Sans cette confrontation, nous restons fragmentés, projetant nos qualités désavouées sur les autres plutôt que de les intégrer dans un soi complet. Vous voulez en savoir plus sur la confrontation avec votre propre existence? Abonnez-vous maintenant pour continuer votre voyage philosophique. Cela explique pourquoi certains des plus grands esprits de l'histoire, artistes, philosophes, scientifiques et leaders spirituels, ont activement recherché la solitude. Ils n'étaient pas asociaux ou misanthropes. Ils reconnaissaient que certains types de compréhension ne sont accessibles que lorsque nous nous éloignons de la boucle constante de rétroaction sociale et que nous confrontons directement le contenu de notre propre conscience. Considérez combien de percées décisives se sont produites pendant des périodes d'isolement. Nietzsche a écrit ses œuvres les plus profondes alors qu'il vivait seul dans les Alpes suisses. Einstein a développé la théorie de la relativité pendant des promenades solitaires. Martin Luther King Jr. a formulé ses idées les plus puissantes dans la solitude d'une cellule de prison à Birmingham. Ce n'étaient pas des coïncidences, elles reflétaient le pouvoir clarificateur de faire face à ses propres pensées sans l'influence déformante de l'interaction sociale constante. Jung ne recommandait pas l'isolement permanent. Il comprenait les humains comme des êtres fondamentalement sociaux. Mais il insistait sur le fait qu'une solitude périodique et significative était essentielle pour une véritable connaissance de soi et, paradoxalement, pour une véritable connexion avec les autres. Seule la personne qui se connaît elle-même peut offrir une présence authentique à une autre personne, plutôt que de projeter des fantasmes et des besoins non satisfaits sur elle. L'illusion de connexion. Pourquoi la plupart des relations sont superficielles? La réalité douloureuse est que la plupart des connexions humaines sont beaucoup plus superficielles que nous ne le prétendons. Ce n'est pas parce que les gens sont insincères ou indifférents. C'est à cause des limitations fondamentales de la compréhension interpersonnelle. Nous nous lions principalement par des expériences partagées et un langage commun, mais ceci crée l'illusion d'une connexion plus profonde que celle qui existe réellement. Deux personnes regardant le même film, encourageant la même équipe ou même vivant la même crise ont toujours des expériences fondamentalement privées. Le partage est réel mais limité aux circonstances externes, pas au traitement interne de celles-ci. Le langage lui-même, notre principal outil de connexion, est lamentablement inadéquat pour transférer l'expérience subjective. Les mots « je suis triste » peuvent décrire un vaste spectre d'états internes, allant d'une légère déception à un désespoir écrasant. Quand je vous dis « je suis triste », vous interprétez cela à travers votre propre expérience de la tristesse, qui peut être radicalement différente de la mienne. Nous croyons nous être connectés, mais nous avons simplement approximé la compréhension. La plupart des relations ne sont pas construites sur une compréhension profonde, mais sur la commodité, la compatibilité et le bénéfice mutuel. Ce n'est pas cynique, c'est réaliste. Les personnes dans votre vie
répondent principalement aux aspects de vous qui sont pertinents pour leurs besoins et expériences. Votre collègue se rapporte à vos compétences professionnelles, mais peut n'avoir aucune idée de votre vie spirituelle. Votre compagnon de boisson se connecte avec votre moi social, mais peut ne jamais apercevoir votre profondeur intellectuelle. Même dans les relations intimes, ce modèle persiste. Les partenaires développent des raccourcis et des approximations pour se comprendre mutuellement. Ils apprennent quels signaux externes correspondent à quels états internes. Quand elle incline la tête de cette façon, elle est sceptique. Quand sa voix prend ce ton, il cache quelque chose. Ce sont des outils utiles pour naviguer dans la relation, mais ce n'est pas la même chose que l'accès direct à la conscience d'un autre. Cela explique pourquoi des personnes mariées depuis des décennies peuvent encore profondément se surprendre ou se décevoir mutuellement. Cela explique pourquoi vous pouvez soudainement vous sentir totalement seul dans une pièce pleine d'amis. Cela explique pourquoi, même lorsque vous acquiescez à l'histoire de quelqu'un, vous pensez « tu ne comprends pas vraiment ». La peur de reconnaître cette réalité pousse les gens à se contenter de connexions superficielles. Plutôt que d'affronter l'isolement fondamental de la conscience, ils accumulent des interactions sociales qui créent la sensation d'être connus sans la substance de celle-ci. Les médias sociaux amplifient cette dynamique, offrant d'innombrables connexions superficielles qui se font passer pour des relations significatives. Le pouvoir d'embrasser votre solitude. Jusqu'à présent, cette exploration peut sembler sombre. Si nous sommes fondamentalement isolés dans notre conscience, si la compréhension complète est impossible, si la plupart des connexions sont plus superficielles que nous ne le prétendons, quel espoir y a-t-il pour une existence humaine significative? La réponse réside dans un paradoxe. Vous ne pouvez pas vraiment vous connecter aux autres tant que vous n'êtes pas entier par vous-même. La personne qui ne peut pas supporter d'être seule n'apportera jamais son vrai moi dans les relations. Elle apportera ses besoins, ses peurs, son désir désespéré d'échapper à l'isolement. Elle utilisera les autres comme distraction de la conscience de soi plutôt que de s'engager dans un véritable échange. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne connaissent jamais la solitude. Ce sont celles qui ont maîtrisé leur relation avec la solitude. Elles ont affronté l'abîme de leur propre conscience et l'ont trouvé non seulement terrifiant, mais aussi riche en possibilités. Elles ont découvert qu'être seule avec ses pensées n'est pas une punition, mais une opportunité. Cette maîtrise ne se produit pas par accident. La plupart des gens évitent activement de confronter leur isolement fondamental. Ils remplissent chaque moment de bruit, bruit littéral de la télévision ou de la musique, bruit social de l'interaction constante, ou le bruit de l'occupation qui maintient la réflexion à distance. Ils atteignent leur téléphone au moment où la solitude menace de les engloutir. Ils maintiennent les conversations superficielles pour éviter l'inconfort de faire face aux limites de la compréhension partagée. L'alternative exige du courage. Cela signifie s'éloigner délibérément des distractions et se permettre de ressentir tout le poids de sa conscience isolée. Cela signifie s'asseoir avec la reconnaissance inconfortable que des aspects de votre expérience ne seront jamais pleinement communiqués à ou compris par une autre personne. Cela signifie développer une relation avec soi-même qui ne dépend pas de la validation externe. Ce chemin mène à une force authentique, pas la force fragile de quelqu'un qui a besoin de renforcement constant, mais la force résiliente de quelqu'un qui peut se tenir seul quand c'est nécessaire. La personne qui a maîtrisé la solitude ne craint pas d'être mal comprise ou rejetée parce qu'elle n'exige plus la compréhension parfaite ou l'acceptation universelle. Paradoxalement,
Cette autosuffisance crée la possibilité d'une connexion plus authentique avec les autres. Lorsque vous n'avez plus besoin des autres pour vous compléter ou valider votre réalité, vous pouvez vous engager avec eux à partir d'un lieu de plénitude, plutôt que de besoin. Vous pouvez écouter leur perspective sans vous sentir menacé par sa différence avec la vôtre. Vous pouvez offrir votre vérité sans exiger leur accord. C'est pourquoi les philosophes dont nous avons discuté n'ont pas fini dans un désespoir nihiliste, malgré la reconnaissance de l'isolement fondamental de la conscience. Ils ont découvert que faire face à cette vérité ne conduisait pas à une solitude permanente, mais à une façon plus authentique d'être avec soi-même et avec les autres. La force par la solitude. Vous êtes venu dans ce monde seul et vous le quitterez seul. Entre ces moments, vous expérimenterez d'innombrables connexions avec les autres. Certaines fugaces, certaines durables, certaines superficielles, certaines profondes. Mais à travers tout cela, votre conscience reste la vôtre, une île dans l'archipel de l'humanité. Plus tôt vous embrasserez cette vérité, plus tôt vous vous libérerez du besoin désespéré de compréhension parfaite et d'appartenance qui maintient la plupart des gens piégés dans des schémas de dépendance et d'inauthenticité. Il ne s'agit pas de rejeter la connexion, il s'agit de l'aborder à partir d'un lieu d'autosuffisance plutôt que de besoins désespérés. La question ultime n'est pas de savoir si vous connaîtrez la solitude, vous la connaîtrez. C'est de savoir si cette solitude sera une force destructrice qui vous pousse vers de fausses connexions et l'abandon de soi, ou si elle sera la forge qui vous façonne en quelqu'un qui peut se tenir fermement dans sa propre perception de la réalité, tout en tendant authentiquement vers les autres. Continuerez-vous à vous distraire de la privacité fondamentale de la conscience? Continuerez-vous à vous contenter de connexions superficielles qui ne touchent jamais vraiment le cœur de qui vous êtes? Ou aurez-vous le courage d'affronter l'abîme de la solitude et de découvrir qu'en lui réside non seulement l'obscurité, mais aussi la possibilité d'une force authentique? Schopenhauer, Nietzsche et Jung n'offrant pas de platitudes réconfortantes sur la connexion humaine. Ils offraient quelque chose de plus précieux, la vérité sur notre condition existentielle et un chemin vers une vie authentique en son sein. La vérité sombre sur l'existence humaine n'est pas que nous sommes seuls, c'est que nous refusons de reconnaître notre solitude et ainsi ne développons jamais la force qui vient de l'affronter. Vous ne pouvez pas échapper à l'isolement fondamental de la conscience, mais vous pouvez le transformer d'une prison en une forteresse. Le choix vous appartient.